Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Polygone. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la forêt et plus précisément à ses usagers. Comment cohabitent les usagers de la forêt? La forêt, source de plaisir et de friction. Alors sachez que cette émission était programmée à l'automne 2020. Crise sanitaire oblige, elle a dû être reportée. Cette fois, ça y est, notez que les reportages que vous allez voir ont été tournés l'année dernière, mais leur contenu est toujours d'actualité. Avec moi pour en parler, nos 4 invités. Marie-Claude Dalprat, bonjour. Vous êtes présidente de l'association Ça marche de Neufgrange. Bonjour. Franck Jacquemin, directeur de l'Office national des forêts. Bienvenue. Bonjour. Pierre Lang, président de la Fédération départementale des chasseurs de Moselle. Bonjour. Bonjour. Et enfin, Émile Heitel, vous êtes le président de l'association des Amis de la Forêt. Bonjour. Merci à tous d'être venus sur ce plateau. On démarre sans plus tarder avec une question pour l'ONF. Qui sont les usagers de la forêt, Franck Jacquemin? Alors les usagers de la forêt, c'est monsieur tout le monde. C'est des sportifs, c'est des promeneurs, des faiseurs de bois, des chasseurs, et puis tous ceux qui ont quelque chose à voir avec la forêt et qui ont envie d'y aller. Et ils sont de plus en plus nombreux. Et des randonneurs notamment. Et avant de donner la parole à Marie-Claude Dalprat, je vous propose de regarder ce reportage sur le Club Vosgien. Jeudi après-midi à Oberbronn, ce groupe de marcheurs s'apprête à partir en balade. Tous les jeudis, le club vosgien de Niederbronn-Reichshofen propose une sortie différente. Aujourd'hui, 3 guides pour 3 niveaux de difficulté sont proposés. Nous suivrons le groupe de Dominique. Déjà, on essaye de ne pas copier les randos d'avant. Ensuite, on s'adapte au groupe qu'on a à guider en fonction de la vitesse. Et puis effectivement, on essaye d'avoir au moins des sentiers de type différents. Et puis on adapte la difficulté, quoi. La balade est de 8 km et va nous conduire vers le château emblématique des environs, la Wasembourg. Puis nous découvrirons des pierres à cupules qui ont fait couler beaucoup d'encre. Différentes hypothèses ont été avancées pour expliquer ces étranges formations. Il s'agit de la décomposition due à l'érosion de concrétion sphérique. Et puis les préhistoriens pensent qu'elles ont été creusées par l'homme en vue de sacrifices rituels à l'époque néolithique. Partir en balade avec le club vosgien, c'est une aventure. Et ici, ils sont toujours très nombreux à suivre le guide. Ça nous plaît, la promenade, c'est toujours bien, ouais. Ça nous fait bouger. On trouve que ça fait du bien pour la santé. Et c'est le fait d'être en compagnie d'autres personnes. Ça aussi. Je me demande si c'est pas un besoin qu'on crée à la longue. Voilà. Puis derrière, ça permet d'être en forme. Quand on regarde les anciens, on voit qu'ils sont quand même sacrément en forme et ça motive pour revenir. Certaines sections du club vosgien sortent le dimanche, sauf en période de battue. D'autres sortent plutôt en semaine, et ce, quel que soit le temps. Du 1er janvier au 31 décembre, rien n'arrête les marcheurs du club vosgien, ou presque. On a été arrêtés jusqu'au mois de mars pendant le confinement, donc il y a un côté administratif avec des contraintes, mais sinon il n'y a rien qui nous arrête. Il n'y a rien qui les arrête. Et vous, Marie-Claude, à l'association Ça marche de Neufgrange, la forêt, c'est aussi un peu votre domaine de prédilection. Qu'est-ce qui vous attire autant en forêt? La forêt, c'est déjà, on est en pleine nature. La forêt, ça change tout le temps. En plus, ça vous ressource, ça vous donne de l'énergie positive. Et c'est bien mieux de marcher en forêt que sur le bitume, déjà pour les articulations. C'est sûr. Et vous, Émile Heitel, vous avez créé l'association Les Amis de la Forêt il y a une dizaine d'années environ. Dans quel but? Quel est le rôle de cette association? Oui, c'est-à-dire c'est une association qui se veut à l'écoute de tous les usagers et qui se veut aussi de protéger la forêt. Et naturellement, lorsqu'il y a des problème ou lorsque on veut exprimer un sentiment sur la protection de la forêt, naturellement, on fait remonter, c'est-à-dire notre association intervient, fait une lettre à M. Jacquemin en disant voilà notre point de vue. Nous ne sommes pas toujours écoutés, mais bon, notre mission, c'est de dire ce qui, à notre avis, va et ce qui ne va pas, ce qu'on peut améliorer, et de chercher à retrouver un dialogue, si possible, afin que les usagers, au lieu de se combattre les uns les autres, afin qu'ils engagent un dialogue, que chacun respecte l'autre et
il se forme grâce au dialogue, une certaine entente et que tout le monde y trouve son compte en forêt, quoi. Tout le monde doit y trouver son compte. C'est d'ailleurs le but de cette émission aujourd'hui, mais on y reviendra un peu plus tard. Donc la forêt, c'est un lieu de loisirs, de détente pour certains, c'est aussi un espace naturel à protéger, à préserver. Et pour d'autres, c'est un lieu de chasse. Je me tourne vers vous maintenant, Pierre Lang. Oui. La forêt, c'est votre espace de travail. Quel est votre rôle exactement ? Notre rôle, c'est la régulation du gibier. Parce que, contrairement à ce que peuvent penser certains, le gibier doit être régulé. Le grand gibier doit être régulé. Parce que les sangliers font beaucoup de dégâts dans les prairies, dans les champs. Même dans les villes, ils rentrent dans les jardins, ils font des dégâts de plus en plus importants. Les sangliers se reproduisent très très vite, donc s'il n'y a pas une régulation forte, les populations suivraient une progression géométrique de 3 ou 4 par an et on arriverait vite à des catastrophes, très vite, en 4 ans, ce serait la catastrophe. Et deuxièmement, le gibier commet des dégâts également aux plantes et notamment aux arbres. Il abrutit les jeunes plants de chênes, de sapins. Et il faut que, en accord avec l'Office national des forêts, que nous arrivions à fixer des plans de chasse raisonnables qui permettent à la fois la présence d'une faune riche et variée dans la forêt, mais en même temps d'une faune qui permette un équilibre forêt-gibier et un équilibre sylvo-synégétique, c'est-à-dire qu'on voit du gibier, mais qu'il n'y en ait pas trop. Justement, vous travaillez aussi donc avec l'Office national des forêts. Franck Jacquemin, quelles sont les missions de l'ONF en quelques mots ? Alors elles sont nombreuses, mais déjà on intervient en forêt publique, donc en forêt domaniale et communale, donc pour le compte de l'État et pour le compte des collectivités. Et donc on est chargé de la gestion, c'est-à-dire de la protection, de la mise en production, c'est-à-dire de produire du bois, de louer la chasse, de protéger les espèces et les habitats, d'accueillir le public. Voilà, c'est les 3 grandes missions de l'ONF. On peut aussi être impliqué dans la préservation contre les risques naturels, mais c'est un sujet qui est un peu plus marginal dans la région Grand Est. Eh bien, je vais vous proposer maintenant un petit récap des missions de l'ONF, la police des forêts. Regardez. Triste constat, encore une fois, sur le bord d'un chemin forestier, une décharge sauvage, un fléau de plus en plus fréquent et l'une des principales infractions constatées en forêt. Les principales infractions qu'on peut rencontrer en forêt et sur lesquelles l'ONF est amené à constater, à verbaliser, on a donc les dépôts sauvages d'ordures. On a un sujet sur la circulation des véhicules motorisés en forêt. Donc il y a la circulation sur les routes qui sont fermées, l'essentiel des routes sont fermées à la circulation, et la circulation au milieu de la forêt. C'est-à-dire que les quads, motocross qui passent au milieu des peuplements forestiers. Donc là c'est encore une autre infraction qui cette fois-ci est beaucoup plus sévèrement punie. En milieu forestier, on rencontre toutes sortes de publics. Les bûcherons, les randonneurs, les vététistes, les cavaliers, joggeurs, cueilleurs ou chasseurs. Pour que tout se passe bien entre tout ce petit monde et que le milieu naturel ne souffre pas de leur présence, il y a quelques règles à respecter. Donc les principaux interdits dans les massifs forestiers, ici à Bitche, donc la circulation en véhicule à moteur sur les routes fermées à la circulation publique et en dehors des routes, de façon systématique. L'allumage de feu en forêt, les dépôts sauvages, le fait de laisser des déchets en forêt, l'interdiction d'accès sur les sites protégés, donc réserves naturelles et arrêtés de protection de biotopes, donc rochers et puits de tourbières. On a beaucoup plus de droits que d'interdictions, c'est-à-dire qu'on a le droit de se promener sur les sentiers, hors des sentiers et de profiter. Après il y a des interdictions liées aussi à la cueillette, d'être dans une cueillette qui reste d'un niveau consommation personnelle, donc pour les champignons par exemple c'est 5 litres par jour et par personne. Pour les publics à pied, les contraintes ne sont pas importantes. En revanche, à cheval ou à vélo, les règles diffèrent un peu. Il y a une tolérance de manière générale pour les véhicules non motorisés, donc cheval et vélo, à circuler sur les chemins. Donc après, par contre, on est dans des règles de cohabitation, c'est-à-dire qu'il faut laisser la priorité à celui qui a le plus petit véhicule. Donc le piéton va être prioritaire sur le vélo. Un vélo qui croise un piéton, il met pied à terre, il le laisse passer, Donc les chemins, il n'y a pas de souci. Dans les zones très fréquentées,
On n'en a pas beaucoup ici au Pays de Bitche, mais dans les zones très fréquentées, il y a une restriction qui est mise dans la convention qu'on a avec la Fédé de cyclisme en forêt domaniale, qui dit pas de vélo sur les sentiers de moins de 2,50 m. Et donc ça s'applique dans les zones où il y a vraiment beaucoup de monde. Après, sur l'essentiel des sentiers des Vosges du Nord, il n'y a pas vraiment de problème. Et par contre, quelque chose qui est strictement interdit, c'est d'aller à cheval ou en vélo au milieu des parcelles forestières. C'est-à-dire sortir des sentiers, à pied c'est autorisé, en cheval ou en vélo c'est strictement interdit. Au Pays de Bitche, l'ONF, avec le parc des Vosges du Nord, a également une mission de protection du patrimoine naturel. Certains espaces, comme des rochers et tourbières, sont complètement inaccessibles au public, quel qu'il soit. Panneaux et rubalises marquent ces zones. Respecter le milieu, suivre quelques règles de bonne conduite et chacun peut ainsi profiter de la forêt avec plaisir. Il y a donc des règles à respecter. Franck, vous pouvez nous rappeler les sanctions qu'encourt par exemple quelqu'un qui s'aventure en forêt avec, en voiture, par exemple? Alors comme ça a été dit dans le reportage, tout dépend de savoir si déjà, est-ce que la route est ouverte à la circulation, donc là rien. Il y a certaines routes qui sont maintenues ouvertes pour permettre l'accès de tout le monde au cœur de massif. Ça reste quand même un linéaire qui est réduit. Ensuite, on a les routes qui sont des routes donc, sur lesquelles on peut rouler en voiture de façon qu'on dit carrossables, qui sont pour la plupart donc, fermées à la circulation publique. Donc là, on tombe sous le coup du code de la route ou du code forestier. Donc c'est une infraction de 4e classe, donc 135 €. Et puis ensuite, ce qui est le plus grave et le plus lourdement puni, on va dire, c'est donc quand on s'aventure, non pas sur les routes qui sont faites pour ça, mais carrément dans les parcelles, où là on a un impact sur l'environnement, du dérangement de la faune, etc. Et donc là on tombe aussi sous une réglementation qui relève du code de l'environnement. Et là on est sur des infractions de 5e classe, donc jusqu'à 1 500 €. Voilà, avec, dans les cas les plus extrêmes avec récidive, le juge peut même choisir d'immobiliser votre véhicule pendant 6 mois. Voilà. D'accord. Et on l'a beaucoup entendu aussi, la plaie des forêts en ce moment, c'est aussi les quads. C'est quelque chose auquel vous devez faire face aussi beaucoup à l'ONF? Il y a les quads, il y a les motos vertes. Enfin, elles sont vertes dans l'esprit de ceux qui les utilisent. En réalité, elles perturbent énormément le milieu, elles perturbent la faune, la flore, elles la dégradent. Et elles interagissent de façon négative avec les autres usagers. Donc, on n'a pas envie de rencontrer une moto ou un quad quand on fait une randonnée à pied ou quand on est en train de chasser, voilà, ou de faire du bois. Vous, Marie-Claude, en tant que randonneuse, est-ce que c'est des choses auxquelles vous avez déjà été confrontée, par exemple une voiture ou un quad en forêt? Ça, on a déjà rencontré des voitures en forêt, quad, pas encore. Souvent des vélos et des motos, motocross. On en a déjà rencontré, oui. D'accord, il n'y a pas eu de problème à ce moment-là? Non, il n'y a pas eu de problème. Mais c'est quand on va en forêt, c'est pour être tranquille, c'est pas pour entendre des moteurs. Quelque part, oui. Bien, donc on l'a entendu, hein, il y a des règles qui existent et pourtant tous sur ce plateau, j'imagine que vous avez déjà connu certains désagréments en forêt. Sabotage, accidents, insultes, détérioration, déchetterie sauvage et j'en passe. Certains usagers ne font tout simplement pas assez attention, d'autres en revanche sont vraiment mal intentionnés. Avant d'ouvrir le débat, je vous propose de regarder ce reportage sur les sabotages de balisage. Lorsqu'on n'a pas de carte sur soi, on fait confiance au balisage des sentiers. Bernard Bregler, ancien maire de Robwiller, a signalé aux baliseurs du club vosgien de Bitche que des marcheurs s'égaraient dans la forêt de Robwiller. Sur place, il constate que des baliseurs sauvages ont déplacé les panneaux directionnels des carrefours C13 et C14 posés par la communauté de communes du Pays de Bitche et les ont reposés ailleurs pour envoyer les marcheurs dans une mauvaise direction au lieu de les faire revenir vers le village. Ces derniers temps, le balisage du club vosgien est la cible régulière de vandalisme, mais c'est la première fois qu'on assiste à un tel acte qui d'ailleurs peut s'avérer dangereux pour les marcheurs perdus. Les 2 panneaux ont été reposés à leur emplacement normal. Même si les baliseurs sont très souvent sur le terrain, ils ne peuvent pas contrôler chaque kilomètre de sentier. Si vous constatez la disparition d'un balisage ou son déplacement, n'hésitez pas à en informer le club vosgien. Donc là, on l'a vu, hein, c'est vraiment un acte malveillant. En tant qu'usager fréquent de la forêt, est-ce que c'est des choses auxquelles vous avez déjà eu affaire sur le secteur, par exemple? Non. Non? Moi, je n'ai pas encore eu l'occasion. Pour les chasseurs, oui, on a des installations, notamment des miradors de battue qui sont là pour assurer la sécurité des tirs, faire en sorte qu'on ait des tirs fichants.
ou tout simplement pour pouvoir réaliser les plans de chasse en mirador d'observation. Alors on a régulièrement des miradors de battue qui sont renversés. Dans un des lots de chasse que je chasse, j'en ai eu 4 en un mois. Et puis j'ai été informé aussi par certains chasseurs d'actes très malveillants et qui peuvent aboutir à des accidents gravissimes, des imbéciles qui ont scié les barreaux des échelles des miradors. Ah oui. C'est-à-dire que faire en sorte que le chasseur qui grimpe sur le mirador tombe. Se blesse, c'est vraiment... Et peut se blesser gravement, parce que quand on monte à 4 mètres et qu'on est une personne âgée, et puis qu'on fait une chute, ça peut être gravissime. Donc, Et vous, Émile Eitel, vous disiez... Oui, mais à propos, vous voyez, des sentiers, par exemple, les sentiers du club vosgien, c'est-à-dire ça se passe plutôt bien, parce que lorsque les ouvriers forestiers et les bûcherons sont dans la coupe, ils évitent d'abattre des branches, des rémanents, et toutes sortes de choses sur le sentier du club vosgien. Et ça, heureusement, c'est prévu par les cahiers des charges, par les textes, par les contrats que les personnels signent ou que les entrepreneurs signent pour l'exploitation des coupes, et ça se passe plutôt très bien. On a connu, il y a longtemps de cela, on a connu des petits problèmes où il est plus facile d'abattre un arbre dans une trouée, et le sentier du club vosgien constitue une trouée, donc ça c'est réglé, à mon avis. On n'y a plus de réclamations, parce que c'est bien ordonné, c'est bien prévu par les textes, et voilà. C'est comme ça qu'il faut faire. Alors, le reportage qu'on a vu juste avant montrait un sabotage de balisage, mais il y a d'autres faits plus graves qui peuvent vraiment nuire aux usagers. Alors, j'aimerais revenir sur des faits qui font froid dans le dos. C'est arrivé en Alsace, c'est dans le massif des Vosges. Il y a des pièges qui ont été mis en place par on ne sait qui pour blesser les marcheurs, mais surtout les vététistes. Alors, en fait, des câbles en barbelé ont été tendus à travers les chemins et des herses ont été cachées dans les feuillages. Il y a même failli avoir un mort, un jeune vététiste de 18 ans a été gravement blessé. Est-ce que vous avez déjà été victime de ce genre d'attaque, vous par exemple, Marie-Claude, en tant que randonneuse? Non, pas du tout. Est-ce qu'autour de vous, vous avez déjà entendu quelqu'un ou témoin peut-être? Pas que je sache, non. Et c'est quelque chose qu'on voit par exemple dans nos forêts Il n'y a pas particulièrement d'actes malveillants comme ceux que vous venez de rappeler. Après, il faut avoir aussi en tête qu'un certain nombre de pistes qu'on appelle les sentiers sauvages sont installées dans des parcelles. Donc là, on tombe sous la réglementation que je décrivais tout à l'heure, savoir de faire du vélo ou de la moto dans les parcelles. Et effectivement, ça finit par localement exaspérer les autres usagers. Donc évidemment, c'est inexcusable. Par contre, il faut aussi appeler la responsabilité des vététistes pour qu'ils utilisent des sentiers qui sont balisés et prévus pour ça, et qu'ils arrêtent d'équiper des nouveaux sentiers sauvages, en particulier en forêt publique. Justement, dans un article de France Info sur le sujet, on parle de conflit entre les randonneurs, les chasseurs et les vététistes. C'est un peu une guerre totale, entre guillemets. Est-ce que c'est quelque chose qu'on voit chez nous, ça ? C'est absolument exagéré. D'abord, je dirais que les chasseurs ne fréquentent pas la forêt aux mêmes heures que les vététistes et les randonneurs. En gros, le chasseur sort le matin très tôt, au lever du jour, à 8 heures, il a fini. En été, il sort le soir vers 20h, 19h30, 20h à l'affût. Il n'y a plus personne en forêt. Et un vététiste qui circule sur un chemin, un randonneur qui circule sur un chemin ne dérange ni le gibier ni le chasseur. Il n'y a que quand il rentre dans les parcelles pour aller ramasser un champignon et tout, qui peut à la limite déranger le gibier. Donc non, je crois que c'est très largement exagéré. Et puis moi, j'ai personnellement jamais eu de gros soucis par rapport aux promeneurs, aux randonneurs qui respectent, qui respectent les chemins et les sentiers. En général, le chasseur qui circule de jour, le véhicule ou le garde-chasse ou l'employé qui va s'occuper de la gestion de la chasse, quand il circule, quand il trouve des promeneurs, il y a un certain dialogue. Moi, j'ai vu ça. J'étais à côté de ces chasseurs-là. Il y a toujours un petit dialogue. On se parle. On dit qu'est-ce qu'il y a de neuf, etc. Que fait le gibier. Le chasseur s'intéresse à tout, de tout ce qui se passe. Pas seulement au gibier, mais à la protection de la nature et tout. Donc ça se passe plutôt bien. Très franchement, il y a peut-être des conflits, mais en nombre limité. Oui. C'est plutôt le contraire. Il m'est arrivé de dépanner des randonneurs égarés.
Il m'arrivait de ramener à leur véhicule des randonneurs qui s'étaient blessés, qui s'étaient foulés une cheville et qui étaient bien contents de nous trouver. Non, je crois qu'il n'y a pas d'animosité permanente entre les chasseurs et les autres usagers, d'autant plus qu'on ne se croise pas. Comme dit, on ne fréquente pas la forêt aux mêmes heures. Voilà. C'est ça aussi. Oui, alors, donc, vous dites que chez nous, bon, ça se passe plutôt bien. Pour revenir à ce cas-là du jeune vététiste qui a failli mourir, je pose la question à l'ONF, est-ce qu'on peut contrer ce genre de comportement ou pas du tout? Comment ça se passe? À ma connaissance, on n'a jamais réussi à attraper quelqu'un qui installait des pièges sur des sentiers officiels ou sauvages. Il faut aussi appeler à la responsabilité des vététistes. Je crois savoir que le jeune vététiste dont on parle faisait une descente à des vitesses qui sont de toute façon incompatibles en dehors de la présence de pièges avec la présence d'autres usagers. Quand on descend à 50 km/h sur un petit sentier étroit, surtout si c'est un sentier du Club Vosgien, on peut rencontrer au détour d'un chemin un autre usager de la forêt. Donc très clairement, le VTT, le freeride ou la descente ne doit se faire que sur des sentiers qui sont prévus pour ça. Ils ne peuvent pas se faire de façon sauvage ou sur des sentiers qui ont été installés par d'autres associations. Ce n'est pas toujours le cas. Non. Parce que parfois, quand on randonne, on en croise à une certaine vitesse sur des petits chemins. Bon, il faut avouer que le vététiste va effectivement hors des chemins. Des fois, il prend des lignes de parcelles. Il aime bien l'aventure, donc il aime bien grimper une ligne de parcelle vers le rocher ou au contraire descendre. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir des petits conflits des fois. Mais des petits conflits, ça reste petit. Oui, ça reste très petit. Ça reste limité quand même, heureusement. C'est pas grave du tout. Et par rapport aux chasseurs, c'est pareil, quand il y a des battues annoncées, on marche dans une autre forêt ou un autre secteur. Il y a assez de forêts chez nous dans la région pour... Les battues sont, sont annoncées dans les bulletins municipaux, dans les journaux, et en plus de ça, signalées par des panneaux. Donc, justement, ça, on y reviendra un tout petit peu plus tard. Je me tourne vers vous, Pierre Lang. En tant que chasseur, j'imagine que vous êtes souvent confronté au mécontentement des randonneurs, peut-être, non, par votre connaissance? Non, ça se passe quand même globalement très bien. Et j'ai jamais eu de conflit. Alors, il m'est arrivé de croiser sur des lignes de battues où j'avais posté des chasseurs, où moi-même j'étais posté. Il m'est arrivé de croiser des randonneurs qui arrivaient. La plupart du temps, c'est très poli. Ils disent, on ne savait pas qu'il y avait une chasse, on vous dérange, par où est-ce qu'on doit passer pour repartir? Je leur indique le chemin où ils évitent tout danger, etc. Et ça se passe très bien. Il y en a parfois qui rouspètent, ils n'ont pas vu le panneau de signalisation. J'ai dit, il est là, il est là. Alors, c'est clair qu'on met des panneaux de signalisation sur les chemins principaux. Je ne peux pas sur chaque petit sentier, parce qu'il me faudrait passer la nuit, à mettre des panneaux partout. Donc sur les routes et sur les grands chemins qui pénètrent dans la forêt, on met des paniers de signalisation. Il faut que les promeneurs en soient informés. Nous n'avons pas la capacité d'interdire l'action de la forêt. Le randonneur, s'il veut y randonner quand même, il le fait à ses risques et périls. C'est simplement pour lui dire, on est en train de chasser. Dans une ligne de chasseurs, les chasseurs respectent les angles de sécurité entre eux. Si malheureusement, au moment où saute un sanglier, apparaît un promeneur venant d'une autre direction, d'où on ne l'attend pas du tout, ça peut créer un danger. C'est rarissime, mais ça pourrait arriver. Et donc, c'est pour ça que sont mis en place ces panneaux. C'est pour informer. Et puis, comme le disait Madame, très justement, allez, on prend une seconde. On va faire 4 ou 5 battues par an. Donc, sur 365 jours, 5 jours par an dans une forêt où on va chasser en battue. Les promeneurs peuvent aussi comprendre que les chasseurs ont des obligations de chasse et de résultats pour réguler le gibier, et que ces 4 ou 5 jours par an, qui sont en général fin de l'automne, là maintenant, les week-ends pluvieux ou autres, où il y a quand même nettement moins de monde parfois en forêt, il faut que les promeneurs puissent comprendre que quand ils voient un panneau, attention, chasse en cours, qu'ils aillent plutôt chasser, qu'ils aillent plutôt se promener de l'autre côté dans une autre parcelle de la forêt, et c'est ce qui se passe. Les conflits sont très honnêtement, sont rarissimes entre gens intelligents. Maintenant, donc vous êtes tout le monde ne l'est pas. Obligé de mettre en place donc, des consignes de sécurité, c'est la loi. Alors je vous propose de regarder maintenant comment s'organisent les chasseurs en période de battue. Regardez.
Attention, chasse. Aujourd'hui, les chasseurs sont de sortie à Aspelshit sur l'invitation de l'adjudicateur de la chasse suite à d'importants dégâts de sangliers signalés autour du village. Donc on va compter les chasseurs. Donc premièrement les traqueurs d'un côté, hein, et puis les chasseurs de ce côté. Hein. Donc on est combien de chasseurs? On commence par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 22 fusils sont prêts à se mettre en place, mais avant, il faut s'acquitter d'une tâche indispensable à la sécurité de tous. C'est dans le journal qu'il y a une battue, donc maintenant en place, à chaque entrée de l'enceinte, en place un panneau, attention, chasse, et ainsi de suite. Voilà. Souvent, même avec une parution dans le journal et un affichage en mairie, les panneaux sont les seuls avertisseurs pour les riverains ou les promeneurs de passage. Les gens qui passent ici, les promeneurs et ainsi de suite, qui voient qu'effectivement donc on a des panneaux qui sont en cours. Donc maintenant la chasse va démarrer dans 1 heure, et quand la chasse est finie, c'est terminé, donc automatiquement on enlève tous les panneaux. Maintenant que tout est en place, la traque peut commencer. En cette matinée pluvieuse, les chasseurs ne seront pas dérangés par des randonneurs, mais on ne sait jamais. Pour le moment, sur HPG, je ne peux pas trop me plaindre, non, ça va, relativement, donc je n'ai pas de grands soucis. S'il y a les panneaux, donc on peut dire bon, 90% des gens les respectent quand même, voilà. Il n'y a pas de... Pas de randonneur à dévier de sa route aujourd'hui, mais pas de gibier non plus. Finalement, le tableau de chasse de la journée n'est pas à la hauteur des espérances puisque seuls 2 sangliers ont été débusqués. Ça certainement à plus, hein, parce que bon, c'est sûr, hein, parce que bon, vu qu'il y a vu les dégâts et qu'ils étaient là tout frais, et puis on pensait minimum on avoir 3-4 sangliers au minimum, et malheureusement donc ils n'étaient pas là, ils n'étaient pas à l'appel. C'est la chasse. C'est la chasse. Voilà. Pierre Lang, donc on l'a vu, hein, il y a des règles à respecter. Les chasseurs sont d'ailleurs formés et il existe un centre de formation pas très loin d'ici. À quoi il sert ce centre de formation? C'est la Fédération des chasseurs qui a acquis une forêt à Morhange d'environ 70 hectares maintenant, dans lequel on a construit un bâtiment. Et ce bâtiment sert de formation pour toutes les formations qui est distribuée soit par la fédération, soit par les associations. Alors il y a pour la recherche au sang, il y a une formation, ils font des réunions là-bas. Il y a pour le tir à l'arc, il y a pour les piégeurs, il y a pour les chasseurs qui veulent redévelopper le petit gibier pour installer des volières anglaises. Il y a les formations à la sécurité, rendues obligatoires maintenant, et c'est les fédérations qui en sont responsables. Il y a les formations pour le diagnostic de la qualité du gibier, notamment quand on vide un gibier pour voir s'il y a des maladies ou pas. Ça, c'est aussi maintenant les chasseurs qui en sont responsables. Donc il y a toute une série de formations. Nous avons 8500 personnes à former, dont plusieurs centaines, voire plusieurs milliers chaque année dans différents domaines. Et cette école, comme vous dites, ce centre de formation remplit son rôle. Alors, je vais rentrer un peu dans les clichés. Beaucoup, entre guillemets, voient les chasseurs d'un mauvais œil, surtout quand il y a des accidents. Alors d'ailleurs, il y a un nouvel incident qui s'est produit jeudi dernier en Haute-Savoie. Un jeune homme de 29 ans a été blessé donc avec une balle perdue alors qu'il se promenait en dehors de la zone de chasse. Donc c'est des choses qui ne devraient pas arriver parce que les règles de sécurité sont très strictes. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de consigne de sécurité qui justement devrait éviter ce genre d'accident ? Alors par exemple, la première des consignes de sécurité, c'est de respecter les angles de 30 degrés de tir par rapport à tous les voisins, et notamment d'éviter les tirs en direction des routes ou en direction des habitations. La deuxième consigne de sécurité, c'est de tirer toujours debout ou de préférence même sur un mirador de battue en hauteur, de façon à ce que nous ayons des tirs fichants dans le sol, c'est-à-dire que si le chasseur rate ou même s'il touche son gibier, que la balle aille se ficher dans le sol et qu'elle ne parte pas à l'horizontale sur des kilomètres, où ça peut être très dangereux.
Ensuite, il y a toutes les autres règles de sécurité concernant le maniement des armes, concernant le port de l'arme, le fait de ne jamais diriger le canon contre ses voisins, le fait de se promener avec son fusil circuler avec son fusil déchargé et dans un étui dans la voiture, le fait de sortir de la voiture en faisant très attention à son fusil, d'assurer que la culasse soit ouverte ou les fusils cassés en deux pendant qu'on aille se poster, de ne charger l'arme qu'une fois postée, et aux deux ou trois coups de trompe, suivant la région de fin de traque, obligatoirement décharger son arme. Et le chasseur est en plus entièrement responsable de son coup de fusil. Il ne doit tirer que sur un gibier parfaitement identifié, pas une ombre qui se promène dans un buisson ou dans la forêt. Que quand on a vu que si c'était un sanglier mâle, et de préférence un sanglier mâle ou femelle ou marcassin, qu'on identifie parfaitement ce qu'on a tiré. Alors, sur les accidents, quand nous étions plus jeunes, Émile Heitel et moi, il y avait 50 à 70 morts par an en France. Actuellement, il y en a entre 7 et 12. Donc vous voyez la chute considérable du nombre d'accidents. Ça, c'est dû à la formation, à la sécurité, probablement aussi au port du vêtement fluorescent, qui est très important et qui permet de voir ses voisins. Et puis, effectivement, à cet examen obligatoire qui n'existait pas historiquement dans le temps pour pouvoir passer un permis de chasser. Voilà. Et aussi beaucoup de communication, j'imagine. Alors, je vous propose de partir à la rencontre maintenant de Claude Plonka, randonneur et vététiste. Il a créé un site internet de recensement des périodes et des secteurs de battues pour informer les usagers. Regardez. Combien de randonneurs, cavaliers ou vététistes tombent régulièrement d'octobre à janvier sur des panneaux « chasse en cours » sans en avoir été informés avant leur sortie? Vigilance Chasse est un site internet né de l'histoire de Claude Plonka, randonneur et vététiste, qui au fil de ses sorties avait collecté plusieurs dates de battues dans différents secteurs. Mais que faire de toutes ces informations? Les chasseurs informent un peu partout, mais jusqu'en 2014, il n'y avait aucun lieu pour centraliser l'information. Alors je me suis intéressé à ce qui pouvait exister, parce que je n'allais pas inventer la roue. Et j'ai trouvé Montagne de Reims qui publiait les dates des battues, la Fédération des chasseurs de Meurthe-et-Moselle qui avait un calendrier également, et une association de cavaliers, Diable en Cavale en Moselle, qui publiait les battues. Et donc, je pressentais que quelque part, il y avait un besoin qui n'était pas couvert. Et donc, j'ai cherché une application, j'ai rien inventé, j'ai pas codifié, rien du tout, c'est quelque chose qui existait. Je l'ai utilisé tel quel et j'injecte les dates géolocalisées, les battues géolocalisées. Au fil du temps, le site s'est fait connaître et aujourd'hui, Claude peut entrer des centaines de données concernant la Moselle-Est, le Bas-Rhin et le Haut-Rhin. Évidemment, les informations ne sont pas exhaustives, mais c'est le seul endroit de centralisation de l'information et c'est bien utile. Le principe du site, c'est donc de récolter des dates, de les associer à un lot de chasse et de les mettre en ligne sur une carte avec des possibilités de tri. Alors de tri sur la semaine, quelles sont les battues de la semaine, quelles sont les battues du jour, quelles sont les battues du mois, et de pouvoir naturellement les géolocaliser pour essayer de ne pas aller à l'endroit où il y a effectivement une battue. Claude Plonka fait aussi la promotion d'un autre outil connecté destiné aux usagers de la forêt. En 2018, j'ai fait connaissance de deux jeunes qui ont développé une application qui s'appelle Melcon, qui est une application qu'on télécharge sans donner son numéro de téléphone, sans donner son adresse, etc. Et une fois qu'on a cette appli, si on se trouve à proximité d'une chasse, on appuie sur un bouton et cette chasse est signalée. Donc très simplement, sans autre formalité. Elle reste en ligne la journée et puis elle disparaît. Voilà.
Melcon sert aussi à signaler d'autres événements rencontrés sur les chemins, comme des arbres tombés, des routes barrées ou des inondations. Il est associé à un petit capteur à destination des chasseurs, qui lui émet un signal pour avertir le chasseur de l'approche d'un randonneur si celui-ci dispose de l'application. Utilisé à grande échelle, Melcon pourrait se révéler comme un outil indispensable aux usagers de la forêt. Marie-Claude, vous, en tant que randonneuse et avec le club de marche de Neufgrange, est-ce que vous utilisez ce site ou cette application, par exemple? Non, j'en ai jamais entendu parler, je ne connaissais pas du tout. Alors, comment vous vous informez par rapport aux dates de battue? C'est les bulletins de la commune ou dans le journal. En plus, on a l'ancien président fait partie d'une chasse, donc il est au courant au fait des chasses de la région. Et comment vous vous réorganisez, du coup, quand il y a des battues? Est-ce que vous changez d'endroit? Oui, on change d'endroit, mais on n'a jamais eu de souci entre nos randonnées et les battues. Comme il dit monsieur, c'est jamais les mêmes dates ou les mêmes horaires, donc ça se passe toujours très bien. Et vous vous adaptez aussi voilà. Comme j'ai dit avant, il y a pas mal de forêts, donc oui. on peut, aucun problème. Si je pouvais ajouter un mot, oui. C'est-à-dire, en fait, le chasseur bénéficie, moi je dirais, d'une formation permanente, d'un encadrement et d'une formation permanente, parce que les battues, à chaque fois, ce que disait Pierre Lang, c'est répété avant chaque battue, c'est répété, et puis c'est vérifié, disons, et vraiment, si le chasseur commet une petite imprudence, il est immédiatement rappelé à l'ordre ou blâmé. Vous voyez, donc, bien sûr. Il n'y a malheureusement aucune activité humaine qui est sans risque, hein, c'est ce que je dis, quoi. Alors, bon, les chasseurs sont dans le collimateur, on comprend, il ne faut pas faire d'accident, ça c'est sûr et certain, mais quand il y a des incidents ou des dérapés, ça arrive, hélas. Ça ne devrait pas, mais il faut aussi comprendre que les humains ne sont pas parfaits, hein. C'est une activité humaine, ce n'est pas réglé par l'ordinateur, voilà. C'est tout. Et je me tourne vers vous aussi, Franck, du coup, du côté de l'ONF, vous aussi, vous recensez les dates et les secteurs de battues. Alors, donc déjà, chaque chasseur en forêt domaniale a l'obligation de nous déclarer son calendrier de battue en même temps qu'il le déclare à la commune de situation de son lot de chasse. Ça, c'est la première chose, mais c'est vrai que ce n'est pas forcément bien connu du grand public. Et là, depuis la saison de chasse qui commence, le ministère de la Transition écologique a demandé à l'Office national des forêts de mettre en ligne sur son site, donc onf.fr, la totalité des calendriers de chasse pour les lots de forêt domaniale. Donc tout le monde peut aller sur le site de l'ONF pour vérifier si ces projets du week-end sont compatibles avec les battues qui sont programmées. C'est ça. Alors justement, en parlant du week-end et de chasse, j'aimerais revenir sur les propos de Yannick Jadot, qui est candidat des Verts à la présidentielle, et qui a dit, je cite, il veut interdire la chasse les week-ends, supprimer la chasse à courre et mieux encadrer cette activité. Qu'est-ce que vous en pensez, Pierre Lang? C'est de l'idéologie pure. Pourquoi? C'est une imbécilité. D'abord, la chasse à courre est un patrimoine historique français qui existe depuis le Moyen-Âge et probablement plus longtemps. Et il a donné naissance à la construction des plus beaux châteaux de la Loire, des plus belles forêts françaises qui ont été plantées et taillées pour la chasse à courre, à de la musique, à des sonneries de trompe, à des œuvres artistiques. C'est une véritable bêtise. Deuxièmement, c'est de l'idéologie, parce que vouloir supprimer la chasse le jeudi ou le samedi, l'objectif des Verts, c'est de surtout empêcher que les chasseurs puissent former leurs jeunes ou leurs enfants ou les amener à la chasse. Ils sont des opposants fondamentaux à la chasse, nous le comprenons bien. On le voit d'ailleurs quand il y a des accidents autres. Rappelez-vous cette affaire où cette dame a été dévorée par un chien. Premier accusé, tout de suite la chasse à courre à côté. Alors que les enquêtes de gendarmerie ont montré que les chiens n'étaient même pas encore sortis des camions au moment où elle a été dévorée. Elle a été dévorée par un chien d'attaque que son compagnon avait lui-même entraîné. Et tout de suite, tous les responsables, Madame Bardot et autres, se sont déchaînés contre les chasseurs tout de suite. Alors, on veut bien supporter nos responsabilités. La loi actuelle qui est en vigueur
à laquelle j'ai participé, puisque j'étais parlementaire en 2002, fait que c'est les fédérations des chasseurs qui, en fonction de la situation locale de chaque département, décident si oui ou non il faut 1 ou plusieurs jours d'interdiction de chasse. C'est des décisions décentralisées et non pas une décision ministérielle par idéologie. Et ça se passe très bien. Ça se passe très bien comme ça. Nous n'avons en Moselle, aucun conflit fondamental par rapport à des jours de chasse. Je l'ai rappelé tout à l'heure, la chasse, les battues, c'est 5 jours par an, en gros, sur un territoire. Et encore, par rapport à ce que nous venons d'entendre sur la localisation des chasses, si vous signalez qu'il y a une chasse en cours sur le lot X, ça ne veut pas dire qu'ils chassent tout le lot. Moi, je vais chasser vendredi sur 550 hectares, je vais en chasser 150. Je ne vais pas chasser les 300 autres ou les 400 autres. Et donc, oui, on met les panneaux là où il y a la chasse. Les promeneurs peuvent se promener sur le restant de la chasse. Donc, je crois que les choses marchent bien. Nous n'avons pas senti, au niveau de la Fédération des chasseurs, l'obligation ou l'intérêt de mettre en place une journée d'interdiction de chasse. Il y a des chasseurs qui peuvent chasser que le samedi, dimanche parce qu'ils travaillent le restant de la semaine. Il y a des chasseurs qui ont l'habitude avec leurs amis parce qu'ils sont retraités, ils préfèrent chasser le jeudi. Moi, je préfère chasser le vendredi. Pourquoi ? Parce que j'ai un lot de chasse qui est dans une forêt, on pourrait qualifier périurbaine, à Longeville. Le samedi, dimanche, il y a plein de monde dans la forêt. Donc je ne fais pas mes battues le samedi, dimanche, je les fais le vendredi, où il y a moins de monde. Donc justement, laisser aux chasseurs l'initiative, j'allais dire, de faire en sorte de choisir et de faire en sorte tout simplement que la cohabitation avec les autres usagers de la forêt se passe le mieux du monde. On l'a vu aussi avec les confinements et les différents couvre-feux, qu'il y a eu de plus en plus d'usagers aussi qui sont rendus en forêt, parce que finalement il restait que ça. Vous, Émile Etel, vous êtes un ancien chasseur, il me semble. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez aussi de ces paroles-là de Yannick Jadot sur interdire la chasse le week-end ? Je mettrais un bémol. Alors franchement, en mon âme et conscience, j'ai même, quand j'étais jeune, je signais des pétitions pour toutes les chasses. Hein. Mais la chasse à court, alors là, on a le droit d'avoir des divergences. Et là, je préfère, moi, la chasse qui tue l'animal net, plutôt que que de forcer l'animal, de le mettre à bout de souffle avec une meute de chiens. Une meute de chiens qui le court jusqu'à ce qu'il est essoufflé. Vous me direz, c'est peut-être naturel. Je ne sais pas, c'est peut-être pas trop naturel quand même. Et puis tradition, la tradition, ça c'est le mot qui ne me convient pas. Parce que la tradition, ça peut ne pas être bon. Par exemple, par tradition, les femmes restaient dans les cuisines pendant que les hommes sortaient. Et puis bon, par tradition, on pourra peut-être revoir. Là, il faut rediscuter. Je serais pour rediscuter ça. Ça mérite réflexion, quoi. La chasse au court, je mets un petit bémol là. Si je peux, alors il ne s'agit pas de contredire Émile, que je connais bien et que j'apprécie beaucoup, bien sûr. Qui est un très très grand chasseur, mais c'est vrai que la chasse à court n'est pas du tout de tradition dans l'Est de la France. On n'a jamais eu de chasse à court ici. D'ailleurs, nos forêts ne sont pas adaptées. Dans les Vosges, du côté du Donon, je ne vois pas les chevaux grimper par monts et par vaux toute la journée. C'est les chevaux qui seraient morts avant le gibier, je crois. Hein. Voilà. Mais dans d'autres forêts du centre de la France, en Picardie et tout, où il y a des terrains plats, c'est leur tradition. Puis ensuite, j'ai aussi appris une chose en tant que parlementaire, parce que je suis arrivé à l'Assemblée avec mes idées de mosellan, chasseur mosellan, bien formaté. Je crois qu'il faut respecter la diversité de toutes les chasses. Ils ont des façons de chasser dans les Pyrénées, ils ont des façons de chasser dans le sud-ouest que nous ne comprenons pas, mais qui ont tout leur charme et tout leur intérêt. Et je crois que tout simplement, on peut être respectueux de la diversité de la chasse, comme de la diversité des opinions. Moi, j'oblige personne à chasser s'il ne veut pas. S'il n'aime pas chasser, c'est son affaire. S'il n'aime pas manger de la viande, c'est son affaire. Moi, je ne l'oblige pas à manger, mais qui respecte ceux qui veulent manger de la viande. Et je crois que c'est ainsi que nous pouvons vivre en bonne harmonie les uns avec les autres. Alors,
avant de terminer, on l'a vu, donc de nombreux usagers se partagent la forêt, les randonneurs, les chasseurs, les vététistes, les cavaliers, etc. Donc il y a des règles qui régissent cet espace naturel. Vous, Franck Jacquemin, en tant que directeur de l'ONF, quel constat vous faites aujourd'hui du partage de la forêt? Est-ce qu'il existe encore des problématiques à résoudre? On va dire que globalement, dans l'Est mosellan, les forêts sont grandes et la densité de population moins. Et donc, on n'est pas dans des situations où on doit gérer des conflits au quotidien. Je pense que c'est de la responsabilité de chacun aussi de s'assurer qu'il use de la forêt en bonne intelligence avec les autres usagers pour que justement cette cohabitation puisse durer. Donc, il ne faut pas regarder que ceux qui sortent des clous. Il faut regarder aussi que la grande majorité des usagers, qu'ils soient chasseurs, randonneurs, vététistes ou cavaliers, utilisent la forêt avec mesure, pourvu que ça dure. Donc globalement, ça se passe très bien. Oui. Eh bien, pour rappel, même si parfois vous êtes seul en forêt, sachez qu'elle ne vous appartient pas. Respectez les règles, respectez les autres. Et si vous avez des doutes, renseignez-vous auprès des organismes concernés pour avoir plus d'informations. Et surtout, respectez cet espace naturel. Ce sera notre mot de la fin. Merci à vous d'être venus sur ce plateau. On se laisse ici. Très bonne journée à toutes et à tous et à bientôt sur Mosaïque Cristal.